Master Fredus? Ouvre-moi, Master Fredus! Oh, il doit encore être en train de pioncer. Master Fredus! Qui est là? C'est le docteur Zaius. Mais de quoi a besoin Zaius? Mais de toi, Master Fredus. J'ai besoin de toi. On a un épisode enregistré. Un épisode? À propos de quoi, au juste? Mais enfin, à propos de Battle for the Planet of the Apes. Et sais-tu qui va écouter cet enregistrement? Les auditeurs, je crois. Mais bon, je sais pas vraiment qui ils sont, hein. Pourquoi enregistrer pour des gens dont on ne sait rien? Oh merde, je vais pas y arriver, moi. Je sais pas, pour parler du film. Mais est-ce un bon ou un mauvais film, Zaius? Y a pas vraiment de mauvais film en soi. Ça dépend de la lecture qu'on en fait. Ah, enfin une réponse qui tient un peu la route. Merci. Bon, Fredus, c'est pas que je m'impatiente, mais pour une fois qu'on n'enregistre pas en pleine nuit, j'aimerais bien qu'on arrive à boucler cet épisode avant que le soleil ne se couche. Zaius, tu m'as nommé non seulement comme garant de la qualité de ce podcast, mais aussi comme garant de son intégrité. C'est pourquoi j'ai posé 6 questions reloues et que je vais en poser une 7e avant d'accepter d'enregistrer avec toi. De quoi ça parle, Battle for the Planet of the Apes? Du destin ultime de la Terre, de la bataille finale entre les singes et les humains. C'est peut-être pas le meilleur film de la saga, mais je t'assure qu'il y a des choses intéressantes à dire. Bah c'est bon, je déconne, allez c'est bon, tu peux rentrer. Mais tu fais quand même chier à venir toujours me voir pendant que c'est la sieste. Ouais, je suis désolé mec, je te jure, je fais pas exprès. Au fait, t'as déjà parlé de mon idée de podcast Singes et Légendes? Oh putain, il recommence. Allez, vas-y, fais pas la gueule. On avait dit que t'arrêtais avec ça. Ouah, t'as aucun sens de l'humour. Je t'emmerde. Non, c'est moi qui t'emmerde. Thanks, Allah. You will call me by my proper rank. General. Shall ape ever kill man? You're late, General Aldo. Come and read this to the class. I won't. You won't because you can't. And you can't because you don't want to learn. And it is my duty to report this to Caesar. If my father were a gorilla, he'd all be learning writing instead of writing. Stop! We'll teach the teacher a lesson. Throw him in the corral where all humans belong. I said stop, Aldo! He broke the law. With his own mouth, he broke the first law. I am the law. Oh, this is a ghost city. I want to put some flesh on it. Radioactive flesh. Well, we're all radiated, but at least we're active. We want gun. Gun for power. Now we go and get done. Now, fight like apes! You want them out of the corral? All right. Kill them. Kill them. Kill them all. Stop! Stop! No more killing, Aldo. Put down your weapons. Take them back to the armory. No, we shall keep the gun. Move, Caesar, or we shall kill you. Guess you might say they just joined the human race. Salut à toutes et à tous. Vous écoutez Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié à l'univers de la planète des singes et de façon plus générale à la culture bis, mais aussi au punk rock au sens très très large du terme dans la Ape List, le spin-off musical de ce podcast. Je suis le Dr Zaius et comme d'habitude, pour parler des films de la saga originale de la planète des singes, j'ai le plaisir d'accueillir notre ami Master Fred. Bonjour Dr Zaius, merci encore de m'inviter et je suis très heureux d'être là. Pour ce qui est le dernier épisode, je suis un petit peu triste, mais bon, on arrivera toujours à enregistrer plein de trucs
truc ensemble, je suis sûr. Ah oui, de toute façon, sache que tu es plus qu'un intervenant régulier, tu es membre officiel du podcast, donc je compte sur toi sur beaucoup d'épisodes. Tu m'as dit que j'avais mon rond de table, donc pas de problème, je ne le quitte pas. Ouais, puis non, moi je ne te lâche pas. Mon rond de serviette plutôt que mon rond de table, j'ai des conneries, qu'est-ce que je raconte, moi. Ouais, puis j'ai pas osé te reprendre, j'ai pas voulu t'humilier devant nos dizaines de millions d'auditeurs. Qu'on salue bien bas d'ailleurs, hein, qu'on salue bien bas. Voilà. Donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons évoquer le dernier combat, l'ultime bataille, la bataille de la planète des singes, Battle for the Planet of the Apes en VO. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire tout de suite le petit truc promo parce qu'à chaque fois on le fait à la fin quand on en a marre et on le fait mal. Donc sachez que tous les épisodes de Cornelius & Zira sont disponibles sur PodCloud à l'adresse dr-zaius.lepodcast.fr. C'est disponible également sur Apple Podcast, sur Twitter. Vous pouvez nous retrouver donc au compte @endzira. On est trouvable sur Facebook et même sur YouTube. On va également rappeler Master Fred que tu officies dans Geek et Légende aux côtés de Master Steph et Master Phil que l'on salue. Hein. C'est ça, ouais. Et donc voilà, on peut retrouver bien évidemment tous les liens. Je vais tout mettre les liens pour donc le compte Twitter de Geek et Légende ou retrouver les autres épisodes de Geek et Légende. Là dernièrement, vous avez enregistré un épisode sur Stephen King. Enfin la première partie, en tout cas à l'heure où on enregistre, la première partie est disponible. Peut-être que le temps que je fasse le montage, peut-être que vous aurez sorti 4 épisodes depuis. Et puis oui, très récemment, t'as enregistré un épisode avec les copains de Tu aimes les films d'horreur. Ouais, exactement, qu'on salue bien bas. Donc Ludo, Aurélie et Valérie. C'était très sympa. On a fait un épisode sur Léprochaune parce que nous avions eu le malheur de parler de Léprochaune pendant qu'on était à Podren. Tu te rappelles, en déconnant, on avait dit tiens, on avait vu les t-shirts de Ludo et Valérie. On s'était dit tiens, ils doivent enregistrer des podcasts sur des comédies romantiques. J'avais donc posé la question à Ludo et Ludo m'avait pris au mot et m'a invité pour faire un épisode sur Léprochaune où officie Jennifer Aniston. Voilà. La boucle est bouclée. Ouais, voilà, parce qu'en fait, on avait ricané en leur disant est-ce que vous faites des épisodes sur les films de Jennifer Aniston et puis parce qu'on est des connards. Voilà, parce que, oui, ça de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'on fait parce qu'on est des connards, hein. Faut pas se voler la face. C'est vrai. Exactement. Et non, c'était assez sympa. Comment dire, on a un peu trollé le film, mais c'était assez rigolo. C'était vraiment bien. Et puis c'est une équipe très sympa. Donc allez écouter leurs épisodes, ils font vraiment du chouette boulot. Alors voilà, bon, ceci étant dit, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc alors petite précision, les précautions d'usage. Donc aujourd'hui, après avoir évoqué les 4 précédents films de la saga, nous allons parler donc du dernier, le 5e, le plus grand, le plus beau. Ce qui veut quand même dire que à un moment ou un autre, on risque de spoiler les précédents films. On va essayer d'éviter, mais voilà. Donc vous connaissez, si vous avez écouté les épisodes précédents, vous connaissez le principe. Donc on va vous replonger dans l'ambiance du film, tout ça à grand renfort d'extraits de dialogue. Alors parfois je les mettrai en VF, parfois en VO, ça dépend parce que bon, je suis pas hyper fan de la VF de ce film, mais ça on va en reparler peut-être un peu plus tard. Et puis oui, c'est vrai qu'une des grandes différences entre le film précédent, donc Conquest, et celui-ci Battle, c'est que là, tous les singes parlent dans cet épisode. Donc il y aura peut-être un peu plus de dialogue que dans l'épisode sur Conquest. Bon, après si on spoil, c'est un film qui est quand même sorti il y a 45 ans, donc faut pas nous en vouloir quand même. Ouais, oui, exact, oui, c'est 1973 exactement, ça fait pile 45 ans. Donc voilà, au sommaire de cet épisode, donc on va revenir sur le casting, l'équipe technique, l'évolution du scénario, l'étude des scènes les plus importantes. Donc encore une fois, voilà, ce film-là, c'est sûr, si vous écoutez jusqu'au bout, on révélera la fin. Now, the final chapter in the incredible Ape Saga. Alors on va commencer par le début, Fred, si t'es d'accord. Je te propose un petit résumé du film. Tu vas me dire ce que t'en penses, histoire, parce que peut-être que certains de nos auditeurs n'ont plus vraiment bien en tête l'histoire de Battle for the Planet of the Apes. Alors je vais essayer de résumer. Donc l'histoire, elle se déroule au moins une décennie, voire plus, après la fin de Conquest of the Battle of the Planet of the Apes. C'est pas, voilà, la timeline n'est pas très claire, mais ça, on va... Ils disent 12 ans à un moment. Ouais, justement, voilà. Ce qui est communément admis, ça serait 12 ans, mais ça pose question. On va revenir dessus. Mais en tout cas, on comprend qu'il s'est passé
passer à un holocauste nucléaire. Ce film est clairement un film post-apocalyptique. Donc les singes vivent avec des hommes dans une sorte de proto-Ape City. Donc Ape City, rappelez-vous, c'est la ville des singes que l'on voit dans les 2 premiers films, dans la planète des singes et le secret de la planète des singes. Je vais essayer de les dire aussi un peu avec les titres en français. Parce que si vous êtes nouveaux auditeurs, j'ai du mal avec les titres en français, je ne sais pas pourquoi. Et donc voilà, donc l'histoire se passe dans une espèce de futur Ape City qui se situe à quelques jours de marche des décombres d'une ville irradiée. Donc une ville qui est de toute évidence la ville qui était dirigée par le gouverneur Break dans la conquête de la planète des singes, donc le 4e film, le film précédent. Donc César, accompagné d'un autre singe et d'un humain, décide justement de se rendre dans les ruines de cette ville à la recherche d'un enregistrement de ses parents, Zira et Cornelius. Ce que César ignore, c'est que sous les ruines, des humains irradiés, les ancêtres des mutants du secret de la planète des singes, donc des humains ont survécu. Et donc ces humains qui sont des mutants, ils observent secrètement l'arrivée de César et de ses compagnons, et donc ils découvrent à leur tour que d'autres êtres intelligents sont toujours en vie, parce que jusque-là ils pensaient qu'ils étaient les derniers survivants de la planète. Donc ils vont décider de suivre discrètement César et les siens quand ils vont quitter la ville pour aller jusqu'à Ape City pour engager la bataille qui décidera de l'avenir de la planète. Effectivement, ça c'est l'arc narratif de César, et pendant ce temps dans Ape City, les gorilles sont en train de prendre le pouvoir au travers de leur chef qui est le général Aldo, qui lui clairement est symbolise ce que vont devenir après évidemment les gorilles, c'est-à-dire qui vont être contre les humains et qui pensent que les humains n'ont pas du tout à vivre avec les singes, et il est en train petit à petit de prendre le pouvoir, bon après tout le développement de l'histoire on le dira peut-être après tout ce qui se passe avec notamment Cornelius, le fils de César et Elisa, merci. Mais c'est vrai que le général Aldo, c'est clairement l'ancêtre du général Ursus. Hein. On retrouve beaucoup de Ursus dans Aldo. On est d'accord, oui. Alors justement, en parlant d'Aldo, est-ce que tu veux nous parler du casting ? Ouais, bien sûr. Alors, au niveau du casting, on retrouve Roddy McDowall. On va pas reparler de Roddy McDowall. On en a déjà parlé. On en parle dans tous les films. On en a déjà parlé dans tous les films. Alors, je sais plus si c'est dans cet épisode-là ou si c'est dans un autre. J'ai vu le tout premier film récemment de Roddy McDowall qui est Quelle était verte ma vallée de John Ford. J'en avais parlé justement dans le dernier épisode de Geek et Legend parce que c'est vraiment un super beau film. Je sais pas, tu l'as vu ce film? Non, je l'ai jamais vu. Mais oui, il est tout jeune. Il a 6 ans dans ce film. Ouais, c'est ça, ouais, peut-être même pas 6 ans. Je me demande s'il a pas une dizaine d'années. Et il est déjà très très expressif parce qu'avec ses grands yeux, et ce qui fait que quand tu vois les yeux du gosse dans le film, tu te dis que et c'est son expressivité, tu vois bien les rictus qui va pouvoir amener au personnage de César et de Cornelius. Ouais, ouais c'est formidable. Et il a encore quelques très très chouettes scènes. Je regardais justement là en ayant revu le film là tout dernièrement, il y a 2 heures pour tout dire. Il y a encore quelques scènes dans lesquelles il est très très expressif et où il a vraiment une belle partie où il amène beaucoup alors je devrais pas dire ça, mais beaucoup d'humanité au personnage. Je sais pas ce que t'en penses, ou peut-être que tu voudras qu'on y revienne après, mais non mais bon, tant qu'à faire, on parle du casting, autant, parlons. Je trouve que on peut trouver bien des défauts à Battle for the Planet of the Apes, mais un truc qui est certain, par contre, c'est que les acteurs qui sont bons, en règle générale, les bons acteurs qui figurent dans le casting, ils sont quand même bons à l'écran. Tout à fait. Donc, ce qui veut dire qu'ils étaient vraiment très très bons. Mais non, c'est vrai qu'il y a pas de trou dans la raquette au niveau de l'interprétation. Après, c'est plus, je pense que le problème a plus des pâtis de problèmes de scénario plutôt que de problèmes d'interprétation. Scénario et budget, quoi. Hein, mais oui, c'est vrai, c'est sûr. Bon, Fred, je crois qu'on a un peu dit une saucisse là sur Roddy McDowall. T'es fatigué, hein. Ouais, en fait, Quelle était verte ma vallée, c'est pas son premier film. En fait, il avait tourné un paquet de films avant ça, parce qu'il a commencé donc dès ses 10 ans, et donc il est né en 1928. Et alors là où t'avais raison, c'est qu'effectivement il a 13 ans, vu que Quelle était verte ma vallée date de 1941. Ouais. Donc il avait 13 ans quand il a tourné ce film. Et c'est son 8e film, Quelle était verte ma vallée, et il a commencé par donc Murder in the Family en 38. Alors on a les 2 films, on a les 2 références, c'est pas exactement par lequel il a commencé, ou bien John Halifax de George King, on ne sait pas exactement lequel est son premier film.
Mais en tout cas, 8, c'est sûr qu'il n'en a pas fait. Il a fait un sacré paquet quand même. Parce que déjà dans les années 30, il a déjà... Bon, c'est vrai que la plupart du temps, c'est des rôles où il a même... je sais même pas s'il est vraiment crédité. Je sais même pas s'il a un nom qui apparaît au générique. Mais dans les années 30, il a déjà fait un sacré... Enfin, en tout cas, ouais, c'était... Pour un très jeune acteur, c'était déjà un acteur chevronné quelque part. Ouais, exactement. Même si, oui, bon, je pense que les gens considèrent que c'est son premier rôle, dans le sens où, oui, c'est la première fois où peut-être on le voit vraiment à l'écran, quoi, où il fait pas dans les autres, on va dire qu'il fait peut-être plus de la figuration. Son premier rôle notable, peut-être bien, effectivement. Ouais, c'est voilà. peut-être pour ça que j'ai peut-être entendu ça et puis répété bêtement sans vérifier. Oui. Ouais, soit, mais bon, ouais, toujours tu sais que quand même, voilà, tout gamin qu'il était, la même année, il a joué avec John Ford, enfin il a joué dans un film réalisé par John Ford, un autre réalisé par Fritz Lang, ça va, quoi. C'est une belle manière de lancer sa carrière, quoi. Il y aurait, tu sais, comme on disait qu'il y avait un épisode sur Chuck à faire, on pourrait presque faire aussi un épisode sur la carrière de Roddy McDowall, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Ouais, il a tourné avec énormément de grands réalisateurs. Enfin bref, bon, allez, on va arrêter là parce que c'est censé être une parenthèse. Allez, je referme ma parenthèse. Bon, ça c'était pour Roddy McDowall. Ensuite, on a donc le fameux général Aldo qui est interprété par Claude Akins, qui a un grand second rôle. Il commence sa carrière en 1953 dans Le temps qu'il y aura des hommes de Fred Zinman, et il va jouer aussi dans Ouragan sur le Ken en 1954 d'Edward Mitrick. Alors ça c'est un film avec Humphrey Bogart. Je sais pas si t'as vu ce film, mais c'est un film de procès. Donc le fameux Kane, c'est un bateau. C'est un petit peu les révoltés du Bounty, mais sur un bateau de guerre, avec un Humphrey Bogart qui devient complètement psychotique et qui mène son équipage à la destruction, et l'équipage va se rebeller, et tu as tout le temps Humphrey Bogart qui joue avec tu sais des boules chinoises. Alors après, il va aussi rester, donc Claude Akins va rester dans le cœur des cinéphiles parce qu'il va interpréter le rôle de Joe Burnett dans Rio Bravo, de Howard Hawks, notamment avec John Wayne, Dean Martin et Angie Dickinson. Donc c'est lui qui joue le méchant qui est emprisonné dans la prison de la ville où John Wayne est le shérif. Donc le schéma du film, c'est un petit groupe qui résiste à un groupe de malfrats alors que des braves gens regardent ailleurs, et ça va être repris dans d'autres films de Howard Hawks, ce schéma-là, et notamment il y a un remake qui va être fait par John Carpenter, et tu verras pourquoi j'en parle tout à l'heure de John Carpenter, sur Assault on Precinct 13, et donc il y a eu aussi un remake qui a été fait là plus récemment, mais aussi voilà dans La Nuit des Morts Vivants, évidemment ce genre de huis clos, c'est aussi le schéma de la Nuit des Morts Vivants. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, bon, Claude Akins, ça reste quand même comme tu l'as dit, quelqu'un qui est plutôt coutumier des seconds rôles, et même, je crois que quand même l'essentiel de sa carrière, c'est surtout de la télé, non? Oui, il a fait aussi beaucoup de tournages et c'est vrai que c'est un gars qui a souvent été habitué au rôle de tough guy ou de bad guy, parce qu'il était quand même physiquement, il en imposait. Ouais, il a une gueule en plus. Ouais, il avait vraiment le physique pour jouer un gorille, quoi. Ouais, alors juste petit truc amusant, c'est que c'est la deuxième fois dans la saga La Planète des Singes qu'il y a un personnage de singe qui s'appelle Aldo, sauf que dans Conquest, Aldo était incarné par David Shaw qui jouait le rôle d'un chimpanzé, ce qui était un changement de dernière minute, parce que dans les premières versions du script de Conquest, Aldo est bel et bien un gorille, et ça on le retrouve dans la novelisation et dans la version comics de Conquest. Donc voilà, Aldo que l'on évoque également dans Escape for the Planet of the Apes, et là ça fait un peu trop, peut-être qu'un jour faudra faire un petit épisode spécial Aldo. Sur le personnage. Ok, on retrouve également Nathalie Trundy dans le rôle de Lisa. On a parlé plusieurs fois de Nathalie Trundy dans les épisodes, puisque elle tient la corde pour le record du nombre de participations à la saga. Elle est à égalité avec Roddy McDowall, c'est-à-dire qu'elle joue dans 4 des 5 films. Exact. Puisqu'elle joue le rôle d'une mutante dans le deuxième film, dans Beneath the Planet of the Apes. Elle joue le rôle d'une humaine. Mince, j'ai oublié le nom d'un des deux médecins qui s'occupe de Cornelius et Zira dans Escape, et puis donc elle tient le rôle de Lisa dans Conquest et dans Battle, donc elle fait un 4 sur 5. Ouais, pour la seconde fois, c'est ça, ouais. On a Severn Darden aussi parmi les acteurs qui reviennent, qui joue le gouverneur Culp, qui n'était que Culp dans le précédent, mais qui là est devenu gouverneur. Qui n'était qu'inspecteur. Exactement. C'est lui qui se charge dans l'épisode précédent de l'interrogatoire musclé de César. On peut même parler de torture. Oui, c'est même plus que tu as raison. Et on a
Lou Ayres qui interprète moi ce qui est mon personnage préféré, même s'il n'intervient que dans 2 scènes, c'est le personnage de Mandemus qui est c'est un peu le le gardien sage de l'armurerie, voilà, et gardien aussi de l'âme de César tel qu'il le dit. Et il y a 2 scènes très très drôles où il intervient, enfin moi qui au moins me font beaucoup rire ces 2 scènes là. Je sais pas après si elles étaient voulues comme étant des scènes drôles, mais en tout cas moi ça me fait rire. je pense que c'est quand même voulu pour qu'il y ait ouais, elles étaient plutôt légères ces scènes là, ouais. Il y a pas le moindre film de la saga où il y a pas au moins une scène légère. Oui, c'est vrai. Dans quasiment, je pense que dans tous les épisodes, on peut retrouver au moins un endroit où t'as un dialogue ou une scène qui est là pour aérer un peu, parce que c'est quand même la planète des singes, c'est pas non plus la saga la plus fun de la Terre, et donc c'est bien quand même qu'il y ait des petits passages pour faire un peu rigoler le public, quoi. Ouais. Ensuite, on a à la distribution qui interprète le législateur et qui fait donc la scène d'introduction et aussi la scène de conclusion. John Huston, qui est tout simplement l'un des plus grands réalisateurs américains de cette époque, donc qui a notamment fait Le Faucon Maltais, Le Trésor de la Sierra Madre, Quand la ville dort, Quai Largo, African Queen, Moby Dick, Les Désaxés, L'homme qui voulait être roi, Les gens de Dublin, Non je t'ai plus. Non je t'ai plus, c'est pas un film, hein, c'est juste pour dire à quel point il a ce mec a fait des films faramineux. Ouais, il est monstrueux. Ah ouais, c'est énorme. Et il avait développé dans ses films notamment ce qui avait été appelé après analysé comme étant la philosophie de l'échec, c'est-à-dire notamment dans Le Trésor de la Sierra Madre, avec des personnages qui se bagarrent pour aller chercher de l'or dans la montagne mexicaine, et qui finalement vont se retrouver bon là je spoil un peu, mais encore une fois c'est des films alors celui-là il date de 46 en l'occurrence, donc c'est des films qu'on 70 ans et qui se retrouvent à la fin tout seuls devant leur destinée. Tu sais, un petit peu à la manière que j'ai revu récemment, et un film dont on va peut-être parler dans pas très longtemps, Le Cellar de la peur. Ok, ouais. Tu sais, t'es complètement dans ce genre de film, dans ce genre d'arc narratif, avec des personnages qui vont mettre tout ce qu'ils peuvent en marche pour essayer de sauver leur âme et de sauver eux, quoi, et qui finalement vont échouer lamentablement, et c'est assez nihiliste comme propos même. Tu vois, je trouve. Puis ça rappelle aussi la destinée d'un certain Taylor, hein, dans la planète des singes. C'est vrai, ouais, t'as raison, absolument, c'est vrai. Alors, si vous voulez voir, John Huston en vrai, ou au moins voir un peu de sa vie romancée, il est notamment interprété par dans une vie un peu romancée, effectivement, par Clint Eastwood dans Chasseur blanc cœur noir, qui montre un personnage vraiment qui est clairement bigger than life, et tous les gens qui parlent de John Huston disaient vraiment ça, que c'était un mec qui mangeait énormément, qui buvait énormément, qui avait toujours plein de femmes autour de lui, enfin, tu vois, un destin un peu la Hemingway, tu vois, ce genre de personnage. Et si vous entendez des pétards, c'est qu'on enregistre le 14 juillet, donc forcément. Ah voilà, j'allais te dire, mais il y a une fenêtre qui claque chez toi. C'est les pétards, c'est le 14 juillet. Tu es devenu spécialiste des fêtes nationales, des enregistrements. Ouais, des fêtes nationales, ouais. Mais là, en plus, ça se trouve, l'épisode sortira qu'en octobre, et là, les auditeurs, ils vont vraiment griller que je suis en branleur. mais je sais pas si t'as encore des trucs à dire sur John Huston, parce que moi, j'ai quelques petits trucs à ajouter. Donc c'est pas très étonnant de retrouver Huston dans un des films de la saga de la planète des singes, parce qu'en fait il a été client d'Arthur P. Jacobs. Alors on va rappeler Arthur P. Jacobs, donc qui est producteur des 5 films de la saga, mais avant d'avoir été producteur de films, il s'occupait des public relations de beaucoup de stars d'Hollywood, mais pas que. Notamment il représentait la principauté de Monaco. Et donc voilà, il avait un carnet d'adresses monstrueux, et parmi ses clients il y avait Huston. Et alors j'avais déjà expliqué dans des épisodes précédents les liens entre le McCarthyisme et la planète des singes. Donc Kim Hunter a été blacklisté à l'époque du McCarthyisme, et donc quand Arthur P. Jacobs a voulu la recruter pour la planète des singes, elle lui expliquait que voilà qu'elle avait un problème, et qu'elle sentait bien que sa carrière était tournée en rond, qu'on lui proposait plus rien. Et en fait, Jacobs avait été mis au courant que Kim Hunter
Hunter était blacklisté, parce que bien sûr c'était pas officiel, hein. Quand on était blacklisté, on n'était pas censé le savoir. Et en fait, c'est Huston qui avait voulu embaucher Kim Hunter sur un film. On lui avait fait comprendre qu'il mettrait vraiment sa carrière en péril si jamais il castait Kim Hunter. Donc il en a parlé à Jacobs, et Jacobs, donc qui était quelqu'un d'assez malin, a réussi à mamailler pour faire en sorte que Kim Hunter sorte de la blacklist. Mais ça, je l'ai raconté, je crois, dans l'épisode, ça doit être dans l'épisode 3 de Cornelius and Zira. Autre petite anecdote concernant John Huston, donc dans ce film, il y a également un autre réalisateur qui figure au casting de ce film, mais alors lui à l'époque il était pas connu du tout, et il était encore jeune, c'est un certain John Landis, à qui l'on doit notamment les Blues Brothers, le Loup-garou de Londres, Un fauteuil pour deux, Un prince à New York. Donc il a un tout petit rôle, d'autant plus qu'apparemment pas mal de ses scènes ont disparu du cut final. Alors lui il raconte des anecdotes assez marrantes concernant il jouait concernant quoi dedans? Écoute, je crois qu'on ne le voit que 2 fois. Et c'est quoi, il joue un singe, un humain? Ah non, il joue un humain. Oui, pardon. Il joue un humain, d'accord. Oui, non, c'est pas grave. Ouais. Il joue un humain, et je crois qu'on le voit à un moment en train d'aiguiser une lame, et à un autre moment on le voit à la toute fin quand les humains sont dans le corral, et je crois qu'on doit l'apercevoir. Et alors lui, ce qu'il raconte des trucs assez marrants, parce que alors je pense pas que la scène ait été gardée, mais il raconte une scène où il est malmené par des gorilles, et qu'en fait, ils lui ont vraiment, enfin, le réalisateur à ce moment-là, ne sachant pas quel degré de violence il y aurait dans le film, ils ont fait plusieurs fois la scène, et il y a certaines fois où il avait les cheveux longs à l'époque, où il se faisait tirer les cheveux et compagnie, donc apparemment il s'est vraiment fait tataner par les gorilles, quoi. Et une autre scène qu'il raconte qui est assez drôle, donc lui il dit clairement que pendant que tout le monde sur le plateau se rendait bien compte qu'ils étaient pas en train de tourner un chef-d'œuvre, et en fait il dit ouais, c'est le genre de film où tu vas juste pour la pause de midi, quoi. Et donc il explique que justement à un moment il mangeait, et à côté de lui il y avait quelqu'un visiblement d'assez âgé, enfin de plus âgé que lui en tout cas, grimé en chimpanzé, mais il savait pas qui c'était et qui était en train de manger, et quelqu'un est venu vers ce chimpanzé, lui dit Monsieur Huston, donc pour la scène que vous avez, et là il s'est rendu compte qu'il mangeait à côté de John Huston, et il était comme un dingue, quoi. Tu m'étonnes, ouais. Dis donc mon petit Zaius, soit t'avais le cerveau qui était pas oxygéné, soit t'avais bu. Parce que quand tu nous dis que le législateur est un chimpanzé, en l'occurrence John Huston dans le film, t'as tout faux, puisque c'est un orang-outan, effectivement. Ouais, je suis désolé, je m'excuse, je le referai plus. Bon, ok, allez, ça passe pour cette fois. Bon, je peux refermer la parenthèse? Referme-moi cette porte. Ouais, c'est John Huston, en somme, c'est à peu près l'équivalent pour vous mettre le truc en perspective. Ouais, c'est comme si tu t'étais un simple figurant, puis t'étais en train de manger à côté de Spielberg. Ouais, c'est exactement l'image que j'avais en tête. Ouais, c'est exactement ça, quoi. Ouais. Complètement. Spielberg d'ailleurs qui fait un tout petit caméo dans les Blues Brothers. Oui, exact. Bon, tu as raison. Ouais. La boucle est bouclée, tout est dans tout. Voilà. Mais... Ah bah de toute façon, là tu vas voir qu'il y a plein le tout est dans tout. Il est encore plus. Enfin, dès qu'on creuse un film, on se rend compte qu'il y a des liens. Voilà, que Hollywood c'est quand même un tout petit monde. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de Spielberg était copain avec De Palma, on est d'accord. Et justement, parlons de Paul Williams, qui joue le personnage de Virgil. Et Virgil, c'est simplement le Swan de Phantoms of Paradise, qui est réalisé par De Palma, tu vois. Et t'as vu un petit peu la transition? Tout est dans tout. Effectivement. Voilà. C'était écrit, on savait qu'on allait faire ça. Mais bien sûr, exactement. Et c'est aussi donc le compositeur des chansons du film Phantom of the Paradise, dont on ne dira jamais assez de bien, hein. Il est quand même formidable, ce film. Un film à part. Ah ouais, il est extraordinaire. J'ai notamment, j'ai récemment, acheté il y a un coffret qui a été édité par, je sais plus si c'est l'Arabia ou je sais plus quel éditeur, ou Carlotta, je sais plus, qui a édité ce coffret-là, et le coffret est vraiment génial. Une édition Blu-ray, on n'a jamais vu le film comme ça. Enfin, il est vraiment formidable. Bref. Donc il va être 6 fois nommé Paul Williams, parce qu'il était non seulement comédien, mais il était aussi compositeur, et c'est lui donc qui a composé les musiques de Phantom of the Paradise, comme on a dit. Alors pour parler de la façon dont il a eu le rôle, Paul Williams, la façon dont il a eu le rôle de Phantom of the Paradise, De Palma va lui proposer le rôle parce qu'il s'agit donc d'un excellent comédien, et aussi parce qu'il estime qu'avec son allure, son physique qui est très étrange puisqu'il est très petit mais très intéressant, son humour noir, donc tout ça va correspondre au personnage de Swan, qui est très très ambigu, le personnage de Swan.
Alors il y a aussi, je sais pas si tu l'as lu toi quelque part, donc par rapport à Paul Williams, au niveau du générique, il y a une connerie puisque il y a un introducing Paul Williams. Donc très souvent, c'est introducing, c'est pour la première fois lorsqu'un comédien commence sa carrière par ce film-là. Or, Paul Williams avait déjà tourné dans pas mal de films, oui, il avait tourné dans quelques films et aussi dans des épisodes de séries télé, et il apparaissait aussi puisqu'il est un peu multicasquette, Paul Williams, compositeur, on l'a dit, acteur, on l'a dit, mais aussi un peu humoriste également, et il est apparu notamment dans des shows à la télévision américaine. Et notamment une fois, il y a une anecdote là dans un des bouquins que j'ai sur la planète des singes à la maison, où ils expliquent que Paul Williams était apparu dans ce fameux show à la télé américaine, grimé en Virgile. Et quand le présentateur du show lui a demandé si c'était pour un film qu'il était comme ça, Paul Williams lui a répondu que non, il s'était transformé parce qu'il avait trop bu de daiquiri banane. Ah ouais. Ce qui est une connerie effectivement, parce que les singes n'aiment pas forcément les bananes. Bah non, ils préfèrent le raisin, c'est bien connu. Je t'ai laissé répondre. Je sais que c'est ta petite anecdote préférée. Voilà, tout à fait. Je crois qu'on en a parlé dans tous les épisodes. Ouais, ça se peut bien. Depuis Escape, je pense qu'on en a parlé. Ouais. Comme ça c'est fait, tu vois. Alors on continue avec Austin Stoker, donc qui est un des personnages très intéressants aussi, qui est McDonald. Donc c'est le cousin, qui est le frère. J'ai mis le cousin, mais c'est effectivement, tu as raison. C'est le frère de l'autre McDonald, donc qui était interprété par Harry Rhodes dans l'opus précédent. Et pour vous dire que tout est dans tout, effectivement, il va jouer ce fameux Austin Stoker. Il va jouer en 1976 le personnage de Bishop dans Assault on Precinct 13 de Carpenter. Ok, alors comme quoi on va retrouver. Alors on a Noah Keane aussi qui interprète le personnage de Abe, le professeur de l'école en plein air. On a aussi Richard Eastham qui est le capitaine des mutants, France Nguyen qui interprète le personnage d'Alma, même si elle est jamais vraiment nommée. Et France Nguyen était une franco-vietnamienne. Ouais, c'est ça. C'est ce que t'as aussi, ouais. Ouais, franco-vietnamienne, ouais. Ouais. Et qui a participé à pas mal d'épisodes de séries télé, notamment quelques Colombo, je crois, elle a fait ce genre de choses. On a Paul Stevens qui interprète le personnage de Mendes, et puis évidemment pas nécessairement, mais bon, au moins on a Kim Hunter qui apparaît aussi via quelques extraits. Oui. Est-ce que j'allais dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? En préambule. Ouais, parce qu'elle voulait plus participer. Oui, c'est ça. Voilà quoi. Non, elle en avait un peu marre. Ouais, et puis aussi on n'a pas parlé de Bobby Porter qui joue le rôle de Cornelius, donc le fils de César et Lisa, oui, mais qui était pas un enfant, qui était un homme de petite taille. Et apparemment d'après John Landis, il était pas sympa. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce qu'on dit quelques mots sur la VF? Ah, vas-y, ouais. Ouais, alors c'est le retour de Serge Lorca, donc là on parle bien donc des acteurs de doublage. Donc Serge Lorca qui double Roddy McDowall, donc qui prête sa voix à César. Donc c'est déjà lui qui doublait Roddy McDowall dans les 3 premiers films, mais c'est Philippe Auguste qui prête sa voix à César dans Conquest. Donc Philippe Auguste qui a notamment prêté sa voix à Martin Sheen dans la VF d'Apocalypse Now ou Nimitz. Mais donc Serge Lorca qui est notamment la voix, ça je l'avais déjà dit je crois, la voix de Yoda dans la version française de Star Wars. Alors on va également retrouver Jacques Thébault qui prête sa voix à Mendes. Alors Jacques Thébault, lui, il était également la voix française du professeur Lewis Dixon dans Escape et celle d'Armando dans Conquest. Donc c'est pour ça que je tenais à l'évoquer. Alors Jacques Thébault, il a une filmo en tant qu'acteur de doublage qui est quand même assez impressionnante. Pour les fans de science-fiction, on rappellera que c'est lui qui prête sa voix à Ash, donc l'androïde interprété par Ian Holm dans Alien de Ridley Scott. Il a également fréquemment doublé Christopher Lee ou Steve McQueen parmi beaucoup d'autres. Alors pour faire le lien avec la saga Planet of the Apes, donc il prête sa voix à McQueen dans Papillon, un film qui a été réalisé par Franklin J. Schaffner. Tout à fait, et une musique qui a été confiée par un certain Jerry Goldsmith, évidemment. Donc d'ailleurs Papillon, un film qui sort la même année que Battle. Et c'est Jacques Thébault, c'est aussi lui qui a fait la voix française du shérif Brody dans Les Dents de la Mer, un film produit par Dick Zanuck qui avait produit les premiers films donc pour la Fox, qui travaillait pour la Fox au moment
moment de il a fait les 2 premiers films, hein, parce qu'il se fait virer par son père, il se fait virer par Daryl Zanuck à la fin de Beneath the Planet of the Apes, hein, je dis pas de bêtises, hein. Oui, c'est ça, oui. Et puis il double aussi Roy Scheider dans Le Convoi de la peur, tiens, juste pour... Ah ouais. Alors on parlait du général Aldo, alors c'est Claude Joseph qui incarne la voix de général Aldo. Et pourquoi je vous parle de Claude Joseph? Eh ben parce qu'il a fait des voix sur Ces garçons qui venaient du Brésil et Patton, donc encore des films où on retrouve le duo Schaffner-Goldsmith, et il fait également une voix dans les 2 Cocoon, donc des films qui ont été produits par Dick Zanuck, et il avait fait la voix française d'Armando dans Escape. Donc encore une fois, c'est un monde tout petit. Et on retrouve également Arlette Thomas, donc qui prête sa voix à Lisa. Elle avait déjà incarné la voix française du Dr Zira dans les 3 premiers volets, donc ça faisait du sens qu'elle fasse Lisa. Et alors par contre, ce n'est plus Roger Carrel qui prête sa voix à Severn Darden, mais un certain André Valmy. Voilà, mais en même temps c'est peut-être pas plus mal parce que la voix d'Astérix sur un méchant, ça collait pas, je trouvais. C'est vrai. Mais ça fait bizarre que Lisa soit doublée par la même actrice, ouais. En connaissant bien les films là, puis en l'ayant vu, je me suis dit ah merde, c'est dommage que ce soit la même voix. Ah, mais de toute façon, originellement, on avait proposé, hein, le rôle de Lisa avait été proposé à Kim Hunter, elle a refusé. Et alors ouais, un dernier pour la route, donc Jean-Claude Michel, donc c'est lui qui fait la voix de McDonald, enfin le frère de McDonald. Alors lui, il fait également la voix de Arthur Kennedy donc qui interprétait Ponce Pilate dans Barabbas. Et plus tard, je vais vous reparler de Barabbas. Là, vous voyez certainement aucun lien entre Barabbas et La Planète des Singes. Eh ben, j'en ai trouvé un. Il fait également la voix de Sean Connery, notamment dans Zardoz, dans L'homme qui voulait être roi, on en a parlé juste avant, dans Highlander, dans Jamais plus jamais, qui est mon James Bond préféré, mais il paraît que c'est pas un James Bond. Il est pas canonique celui-là. Voilà. Et il fait également la voix de Clint, hein, de Clint Eastwood, et notamment il fait Harry Callahan, hein, rien que ça, Dirty Harry. Mais il a également fait la voix de Chuck. Il a fait la voix de Charlton Heston dans Ben-Hur, dans Soleil Vert, mais pas dans Planet of the Apes. La méga loose, quoi. Mais tu sais qu'en fait, le pire, j'ai vérifié parce que là, en le rematant tout à l'heure, j'ai remis un peu la VF comme ça, et je me suis dit, mais c'est la voix de Charlton Heston, bordel! Et puis j'ai vérifié, je fais, mais non, c'est pas la voix dans Planète des Singes. D'accord, excellent. Voilà. Bon, on va s'arrêter là-dessus, mais franchement, je pense qu'un de ces 4, il faudrait quand même que je fasse un épisode sur le doublage parce qu'il y aurait des tas de trucs à dire, il y a plein de liens à trouver, c'est assez incroyable. The battlefield, a dead city 12 years after the ultimate bomb has been dropped. The prize, the right to inherit what's left of the earth. The contestants, ape against man. The most unbelievable showdown ever filmed. As the mutants, strange, transformed men who live underground like moles, battle the apes to decide who will be master and who will be slave. Oui, on parlait de date. Alors, donc ce film a été tourné entre le 2 janvier et le 14 février 1973, et donc il est sorti le 2 mai 1973. Je trouve que c'est intéressant de donner ces dates, parce qu'on se rend compte que ça fait juste 1 mois et demi de tournage, et ça fait quand même, entre la mi-février et début mai, ça fait quand même assez peu de temps pour la post-prod. Donc encore une fois, ça se voit à l'écran. Hein. Quand au moment, il n'y a pas de secret. Hein, voilà. Ouais. Alors, on peut peut-être parler un petit peu de comment dire nos avis tout de suite si tu veux. C'est vrai que comment dire, c'est évident que le film pâtit de gros problèmes de budget. On parlera notamment de la scène finale tout à l'heure, enfin de la bataille au moins, de la fameuse bataille pour la Planète des Singes. Je dis volontairement ça parce que c'est assez marrant justement en VO le Battle for the Planet of the Apes, la bataille de la Planète des Singes. Effectivement, il y a une différence d'échelle qu'on avait déjà évoquée dans Binis aussi. Et là, clairement, il y a les gros problèmes au niveau du budget. Cependant, moi, c'est un film que j'aime bien. Parce que comme tous les films de la saga, c'est vrai que je l'ai vu quand j'étais gosse, et c'est vrai que c'était le film que j'aimais bien voir aussi à la fin en s'étant fait tout le cycle, parce que il est un peu plus léger que les autres. Et il introduit, je trouve, assez bien ce que va devenir après La Planète des Singes, avec notamment la série, puisque t'as plus devant toi, on va dire, un épisode de série en termes de
d'ambition. Ouais, ça ressemble plus à un téléfilm qu'à un film de cinéma, on est d'accord. Ouais, un téléfilm, t'as plus affaire à ça. Cependant, voilà, je trouve que c'est bien interprété. Les décors sont quand même assez chouette et ça peut faire sens par rapport à l'histoire des personnages. Bon, c'est clairement pas un chef-d'œuvre, c'est sûr. Moi, je trouve que c'est une bonne série B qui conclut bien la saga, eu égard aux problèmes qu'il y a eu et aussi aux réductions budgétaires qu'il y a eu, puisqu'on a dit que dans les épisodes précédents que chacun des films avait un budget qui était à chaque fois inférieur et à chaque fois nettement inférieur même à chaque fois. Moitié du précédent. Ouais, la seule différence là entre Conquest et Battle, on est sur des budgets quasiment équivalents, sauf que Conquest avait été tourné à l'économie de manière très maligne, alors que là même si Conquest n'est pas tourné en studio, il est tourné quasiment tout est tourné en décor extérieur, mais tout se passe dans quelques rues, donc ça a coûté quasiment rien. Les décors dans Conquest ils n'ont quasiment rien coûté, alors que là dans Battle il y a des décors extérieurs, il y a des comment on dit, des pas des décors, pas des maquillages, mais comment on dit, des décors. Non, mais même ce que je veux dire, c'est des décors. Ils ont dû construire des décors, voilà. C'est. Ok, pardon, d'accord. Ils ont pas simplement filmé des rues qui sont déjà existantes. Là, il y a des choses qui ont dû être construites. Et voilà, on sent qu'il y a pas de budget. Alors, Conquest, pour comparer, excuse-moi, je t'interromps juste 2 petites secondes, avait quand même l'avantage d'être, tu parlais des décors, mais il avait quand même des décors qui étaient fantastiques. Enfin, on avait parlé de ça, justement, ces fameux décors, cette cité administrative qui avait été une propriété de la Fox et où ils ont pu tourner. C'était ça, l'histoire, si je me souviens. Et le décor allait parfaitement bien au propos du film et avait en plus été très très bien exploité par Jack Lee Thompson, qui avait filmé ça admirablement bien. Tout à fait. Il avait, là, pour le coup, il avait réussi à exploiter parfaitement ce qu'il avait, et en fait il avait quand même pas grand chose, mais ce que je veux dire c'est que les buildings ils existaient déjà, ils ont pas été construits pour le film, alors que là pour Battle il y a des décors qui ont dû être construits, et c'est pas voilà quoi. On a vu jusque là dans toute l'histoire de la saga qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites à l'économie et avec de l'intelligence. Là moi je trouve que là pour Battle ils ont eu les yeux plus gros que le ventre, et ils ont voulu faire des choses pour lesquelles ils n'avaient pas les moyens, et peut-être qu'il aurait fallu revoir le scénario en fonction, mais ça, le scénario aussi c'est un des gros problèmes. Mais alors je suis un peu comme toi dans le sens où il y a quand même des choses qui me plaisent, notamment la performance de Roddy McDowall, ça prolonge mon plaisir de fan, mais étrangement c'est vrai que je trouve que la comparaison que tu fais avec la série elle est très bonne. Mais il y a pas très longtemps je me suis rematé la série en fait, et ça faisait très longtemps que je l'avais pas regardée. Et j'avais peur de m'ennuyer, très honnêtement, et en fait je me la suis enquillée très rapidement, et je l'ai regardée vraiment, j'ai retrouvé le plaisir que j'avais à la regarder quand j'étais gamin, et puis en plus de ça il y a quand même s'il y a pas beaucoup d'épisodes, il y en avait quelques-uns que je pense que je n'avais pas vu, et donc j'étais vraiment super content de faire ça. Et je dois avouer que pour la bataille de la planète des singes j'ai du mal, je trouve le temps long. Moi j'ai tendance, souvent j'ai fait découvrir la saga à des gens, alors que ce soit quand j'ai eu le coffret en VHS ou le coffret en DVD ou en Blu-ray, et j'ai l'impression qu'à chaque fois on a regardé les 4 premiers super vite, et puis Battle on l'a jamais regardé. Donc c'est un peu, moi j'avoue c'est un peu le mal aimé, mais j'ai essayé dans mes recherches d'essayer de comprendre pourquoi ça a foiré, et aussi de voir quel film on aurait pu avoir si jamais ils avaient eu les moyens de leurs ambitions, et donc pour essayer de partager déjà avec toi et avec nos auditeurs, peut-être essayer de voir quelle aurait pu être la meilleure version possible de Battle for the Planet of the Apes. Et d'ailleurs, si tu me le permets, j'aimerais justement parler de l'évolution du scénario. Formidable. Le scénario a été ceux qui sont crédités au scénario, c'est un couple, John Williams et Joyce Hopper Corrington, mais on va en parler un peu après, parce que déjà on va parler quand même de Paul Dehn à qui l'on doit les scénarios des 3 films précédents. Donc il n'a pas écrit le scénario de Planet of the Apes, mais il a écrit ceux de Beneath the Planet of the Apes, Escape from the Planet of the Apes et Conquest of the Planet of the Apes. Et donc là, il semblait logique. Excuse-moi, Paul Dehn, dont on avait vanté les mérites, le talent, et qui avait un vrai et bel apport sur la série, hein. Il a vraiment fait du super beau boulot dans tous les épisodes précédents. Bon, je serais plus circonspect pour Beneath. Oui, Beneath, on est d'accord, mais après, il faut voir aussi que les mauvaises choses dans Beneath, venaient peut-être pas. Ouais, c'est ça.
On avait expliqué la complexité du développement du scénario de Binis. Ouais. Voilà, donc désolé si vous êtes auditeur et que vous découvrez Cornelius Enzira avec cet épisode. Là, on fait référence à plein de... Mais on peut pas revenir surtout sur toutes les évolutions qu'il y a eu avec les producteurs, etc. Si vous avez envie, si vous comprenez pas de quoi on parle, je vous invite à écouter les épisodes précédents. On va revenir donc. Voilà, revenons au cœur du sujet. Donc, revenons au point de départ. Hein. Donc dès le départ, dès la fin de Conquest, il était évident qu'il y aurait un 5e film. Mais il était clair à peu près pour tout le monde que ce 5e film devait clôturer la saga. Arthur P. Jacobs avait bien conscience que les thèmes principaux de la saga avaient été essorés, et lui ce qu'il voulait éviter, c'était que la saga continue de fonctionner mais en mode pilote automatique quoi. Notamment en fait en référence, il disait qu'il voulait éviter que La Planète des Singes devienne ce qui est devenu Tarzan. C'est-à-dire que il y avait des films de Tarzan quasiment tous les ans qui sont succédés en étant à chaque fois un peu moins bons, pour ne pas dire un peu plus mauvais. Et donc voilà, après 5 films Planet of the Apes, on peut comprendre aussi qu'il ait eu envie de se consacrer à d'autres projets. Malheureusement, ce sera son dernier film en tant que producteur. Alors bon, de son côté, donc Paul Dehn, il a acheté les bases du scénario. Alors en fait, donc il est crédité. Si vous regardez le générique, il est crédité à Story. Juste après, donc John et Joyce Corrington eux sont crédités pour le screenplay. Donc pour Conquest, Dehn était crédité pour le screenplay, donc le scénario. Donc en fait, Paul Dehn, lui, en fait, il a expliqué qu'il avait dessiné une timeline en forme de cercle, ce qui lui permettait de savoir exactement où il allait et de vérifier si chaque nouvelle idée pouvait trouver sa place dans cette chronologie circulaire. Donc pourquoi je dis chronologie circulaire ? C'est parce que, d'une certaine manière, Escape, Conquest et Battle sont à la fois les préquels de Planet of the Apes, mais aussi des séquelles. Puisque voilà, à la fois on est un peu un peu comme dans Terminator, on a quelque part le passé et également le futur qui est également le passé. Voilà, bon, je vais pas trop pareil. Peut-être qu'un jour ce sera intéressant de faire un épisode dédié uniquement à la timeline. Il y aurait plein de choses à dire, mais je vais pas vous embrouiller. Voilà, c'est juste ce qu'il faut garder en tête. C'est que Cornelius Enzira viennent du futur, arrivent dans le passé et donnent naissance à leur fils qui va prendre pour nom César, et donc voilà, ils viennent du futur pour donner naissance à leur enfant dans le passé qui donc du coup est à la fois le futur. Non, mais c'est pas, en même temps, c'est pas facile à expliquer, c'est vrai que, ouais. Donc voilà, pour Paul Dehn, la chronologie était circulaire, même si, bon, moi, de mon point de vue, je pense qu'il faut plutôt envisager ça comme un faisceau de timeline, pour reprendre l'allégorie du Dr. Asline dans Escape, mais on va revenir un peu dessus un peu plus tard, mais donc le Dr. Asline qui comparait le temps à une route avec plusieurs embranchements. Qui fait que voilà, il y a des moments où on peut prendre différents embranchements et ça explique qu'il peut y avoir plusieurs, avec le même passé, il peut y avoir plusieurs futurs possibles. La métaphore est d'ailleurs reprise dans celui-là, quand il parle de route à plusieurs voies et que on peut effectivement changer de voie et avoir des résultats complètement différents. Le temps peut être représenté en images comme un nombre infini de routes qui viennent du passé et vont vers le futur. Seulement, aucune ne va vers le même futur. Un conducteur sur la route A se tuera pendant qu'un conducteur sur la route B survivra, et par conséquent, le conducteur qui peut changer de route changera son futur. Bon, en tout cas, Dehn savait déjà que ce film devait être le dernier, et si c'était pas le dernier, ça devait être l'avant-dernier. Mais en tout cas, on devait clôturer l'histoire. Et donc pour lui, c'était évident que l'histoire se situerait lors de la fondation de Ape City. Donc comme je l'ai dit, la ville des singes qu'on voit dans Planet of the Apes, dans le tout premier, celui de 68. Donc il avait clairement pour ambition de boucler la boucle de sa timeline circulaire. Parce que il y avait déjà une série télé qui était prévue. Je me rappelle plus de ça. Est-ce que tu sais ça ? L'idée de faire une série télé, elle était déjà un peu dans les clous. Il y avait déjà cette idée-là, mais je ne pense pas. Je pense pas qu'au moment de faire Battle, ils savaient déjà qu'ils allaient faire la série. Même si effectivement la série c'est 74, donc c'est juste après. Oui, c'est ça, c'est immédiatement après. C'est pour ça que je te pose la question de est-ce qu'ils avaient ce plan-là ou est-ce que ça a plus été une question d'opportunité tout simplement? Non. De toute manière, la série est sur une timeline différente. Là, il y a plein de choses qui collent pas. Il faut vraiment envisager ça comme une différente timeline. Même si voilà, oui, on reste dans le même univers, mais c'est un univers parallèle quelque part. Donc ouais, la production du film a d'abord été retardée par les négociations entre Abject, donc la société d'Arthur P. Jacobs, et les représentants de Paul Dehn. Bon, pour vous la faire courte, Arthur P. Jacobs a voulu essayer de revoir le cachet de Paul Dehn à la baisse, tandis que les représentants de Paul Dehn, eux, ils négociaient pour conserver
au moins le même deal que sur Conquest. À savoir, donc, sur Conquest, Paul Dehn avait un deal, il a touché $100,000 et un pourcentage sur les bénéfices. Mais bon, comme on l'a dit, vu que là, ils jonglaient avec un budget assez serré, ça peut se comprendre que Jacobs a essayé de réduire les frais partout où il le pouvait. Il a essayé de couper les angles partout où il le pouvait, donc il a essayé aussi, de le faire au niveau du scénario. Donc finalement, en août 72, 3 à 4 mois après le début des négociations, Paul Dehn jette l'éponge à cause d'un état général de santé inquiétant. Bon, en gros, aujourd'hui, on dirait qu'il a fait un burn-out. Hein. Mais ça n'a pas détruit les relations qu'il avait avec Arthur P. Jacobs, qui lui a souhaité un prompt rétablissement, en espérant le retrouver sur un projet, qu'il soit simiesque ou non. Mais donc, malheureusement, Paul Dehn décède 4 ans plus tard, à l'âge de 64 ans, et donc après Conquest, il n'a travaillé sur le scénario que d'un seul film, donc le Crime de l'Orient Express, un film dans lequel on retrouve Jean-Pierre Cassel, Ingrid Bergman et Sean Connery. Mais bon, tout ça pour dire que si Paul Dehn n'a pas écrit le scénario de Battle for the Planet of the Apes, il a quand même écrit le premier draft, un draft de 69 pages, donc qui explique, qui mérite bien sa place au générique. Alors, je vais juste, quand je dis le draft c'est 69 pages, pour vous donner un ordre d'idée, les scripts finaux des 4 autres films tournaient autour d'une grosse centaine de pages, autour de 115 pages en gros. J'ai fait la moyenne. Et alors donc, le premier draft de Paul Dehn, il a pour titre The Battle of the Planet of the Apes. Tu noteras, c'est pas for, c'est of, donc c'est comme en français, quoi. C'est la bataille de la planète des singes, et pas la bataille pour la planète des singes. Alors, donc moi, ce draft, je vais vous en parler parce que je trouve qu'il contient de très bonnes idées et d'autres idées qui sont un poil plus farfelues. Alors, donc, l'histoire qu'a imaginé Paul Dehn se situe en 2004, donc 13 ans après les événements qui surviennent dans Conquest. Donc la ville dans laquelle se passe l'action de Conquest se situe, selon Paul Dehn, au centre de l'empire de César. Paul Dehn, il avait vraiment imaginé vraiment cette idée d'empire. Il avait même imaginé que dans le film on verrait une monnaie qui serait frappée à l'effigie de César, avec écrit en latin César, premier empereur des singes. Donc, excellent. Dans l'idée, c'est que quasiment tout le territoire est sous le contrôle des singes. 90% selon César, dans les dialogues de ce draft, parce que c'est quand même, je dis draft, mais c'est quand même assez élaboré. Ça se lit, c'est pas désagréable à lire. Et donc voilà, dans un des dialogues, César dit que 90% du territoire est sous leur contrôle. Donc on peut en déduire, vu que dans Conquest on dit que ça se passe en Amérique du Nord, on peut en déduire que 90% de l'Amérique du Nord sont sous la domination des singes et que le reste c'est des petites poches de résistance humaine. Donc des poches de résistance enclavées dans l'empire des singes, donc qui sont isolées les unes des autres, ce qui fait que César les considère pas vraiment comme une menace, et puis il estime qu'elles finiront par tomber les unes après les autres. Donc dans cette histoire, tous les singes sont désormais doués de parole, et les humains sont réduits à l'état d'esclaves. Alors, il était prévu notamment qu'on voit dans le film, dans la version imaginée par Paul Dehn, il était question qu'on voit des toilettes pour male, female et humans. Donc, à l'opposé de ce qu'on pouvait voir dans la version novélisée de Conquest, on retrouvait ça, les toilettes pour hommes, pour femmes et pour singes, qui était clairement une allégorie donc de l'époque où les Afro-Américains ne pouvaient pas aller dans les mêmes toilettes que les Blancs. Alors dans l'histoire imaginée par Paul Dehn, seul McDonald, alors cette fois le vrai, pas son frère, seul McDonald a le droit de porter des vêtements qui ne sont pas ceux d'un serviteur. Les autres humains, donc qui sont esclaves, ils sont habillés soit en rouge pour les hommes, ou les femmes sont habillées en bleu, tandis que les gorilles eux, sont en noir, les chimpanzés en vert et les orang-outans en orange et brun. Donc vous l'aurez compris, les couleurs traditionnelles que portent les singes dans les 5 films de la saga. Enfin dans Conquest c'est un peu particulier. Les gorilles sont en rouge, mais on retrouve toujours cette idée de code couleur et de caste entre les singes. Donc là il voulait établir que dans cette Ape City qui vient d'être fondée, qu'il y avait déjà cette société de caste qui se mettait en place. Alors on devait également comprendre que les humains n'avaient plus de prénom et qu'ils étaient appelés par des matricules précédant leur nom. Et donc pour en revenir à McDonald, alors lui quand même il avait le droit d'assister au conseil des singes en tant que serviteur attitré de César, mais qu'il n'y avait pas le droit de parler. Et donc forcément pas le droit de vote, un droit, donc ce droit de représentation que son personnage revendique en arguant que depuis plus d'une décennie il a servi loyalement les singes. Alors expliquons le conseil. Alors le conseil est composé de 8 singes,
Et donc sa composition dessine déjà ce que va devenir la société des singes dans Planète Ébéniste. Donc on retrouve donc parmi ces 8 singes 3 chimpanzés, 3 gorilles et 2 orang-outans. C'est pas une blague. Hein. Et donc alors les chimpanzés était censé être dirigé par un personnage nommé Pan, qui est favorable à ce que les humains aient des droits équivalents à ceux des singes. Il devait y avoir également donc 3 gorilles dirigés par un dénommé Aldo, qui lui est pour l'extermination des hommes. Et les orang-outans donc étaient 2, dont le plus important est Zeno. Alors eux ils faisaient un peu office, c'était un peu les centristes dans cette histoire. Parce que bon eux donc ils sont alors pour Bayrou, c'est ça. Voilà, c'est un peu d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont orange. Et le modem. C'est pour ça que Bayrou il a choisi le orange. Ah non, en gros les orang-outans donc en gros l'idée c'est que eux, ils sont pas contre qu'il y ait égalité entre les hommes et les singes, mais eux, ils veulent que ça se fasse le jour où on sera certain qu'il y aura plus le moindre humain rebelle, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le moindre meurtre commis par un homme pendant un siècle. Voilà, donc ils mettent une sacrée période de carence. Bon, si pendant un siècle, c'est sursis, période de sursis pour l'humanité, un siècle. Si pendant un siècle vous tenez à carreau, bon après, on voudrait bien vous considérer comme nos égaux. Bon après, faut les comprendre aussi, hein. Mise à l'épreuve. Ouais. Voilà, faut voir aussi que les humains sont pas forcément très très bien comportés dans les épisodes précédents. Oui. Donc voilà. Alors oui, petit truc aussi qui est important, c'est que dans l'idée de Paul Den, donc Zeno qui est censé être des 2 orang-outans siégeant au conseil, c'est censé être le plus important. Et ben donc dans cette histoire, il devait devenir le futur lawgiver, le futur législateur évoqué dans les rouleaux sacrés dont on parle dans Planet of the Apes. Mais ça, forcément, à ce moment-là de l'histoire, personne ne le sait encore. Alors, ce qu'on va comprendre aussi dans ce traitement, c'est que César devient un tyran. Et que le pouvoir va finir par lui monter à la tête et par lui faire perdre le contrôle. L'un des intérêts de ce draft aussi, c'est qu'il permet de donner une justification à certains éléments de Binis. Il y a des choses dans Binis qui tenaient pas trop la route. Là, bon, dans le draft, ça va essayer de remettre un peu d'ordre là-dedans, même si ça rattrape pas tout quand même. Hein. Donc, à la tête d'une des poches de résistance humaine se trouve un certain Nimrod, dont le vrai nom est Mendes. Donc, c'est donc lui qui est le premier de la dynastie des Mendes, dont on voit les bustes dans Binis, hein. Donc dans Binis, je rappelle, hein, le secret de la planète des singes, le 2e film de la saga, donc c'est Mendes 27 qui est à la tête des mutants. Donc voilà, ce Mendes là est censé être le premier de la dynastie. Alors donc Mendes, parlons-en, enfin Nimrod, de son surnom dans ce draft, il envoie un espion chez les singes, un éclaireur humain qui dissimule sur lui un micro, et qui va se présenter à César, et bien évidemment il se fait arrêter par les singes et il est interrogé. Donc il réclame de ne vouloir parler qu'à César, et révèle que si les singes ne relâchent pas leurs esclaves humains, Nimrod leur enverra une bombe atomique sur la tronche. Donc quelque part, tu vois, on est déjà on retrouve des choses qu'il y a dans Binis, quoi. Oui, bien sûr, on retrouve quand même pas mal de traces, oui. Alors, les singes finissent par comprendre qu'ils sont sur écoute, hein, ils finissent par comprendre que ce fameux, que cet éclaireur est en fait un espion. Alors là, César, il donne l'ordre de l'exécuter, et donc il prépare son peuple à subir un assaut nucléaire. Alors là, je vais essayer d'aller un peu plus vite, hein, parce que bon, je vais pas vous lire les 69 pages quand même, mais en gros, comprenez que la ville dispose d'abris anti-atomiques, mais que ces abris anti-atomiques ne peuvent pas accueillir toute la population. C'est-à-dire que ça peut accueillir tous les singes, mais pas tous les humains. Il est donc décidé que seuls les humains les plus utiles à la société simiesque auront une place dans les bunkers. Donc la population humaine est donc divisée en 2 parties, ceux qui ont une chance de survie et les autres qui trouveront refuge là où ils pourront. Alors il était également prévu dans ce draft qu'un humain, un certain Frank, en tue un autre, un dénommé Lex, pour lui usurper son identité, et donc pour se retrouver, en gros, Lex peut aller dans le bunker, mais pas Frank. Qu'est-ce qu'il fait Frank ? Il tue Lex, et puis il prend son identité, et donc sa place dans le bunker. Et sauf que le fameux Lex, c'est un psychiatre animalier, et ça va avoir une importance sur la suite de l'histoire. Mais donc, en gros, Ape City donc se prend donc une bombe atomique sur le Rable, et ainsi s'achève la première partie du draft de Paul Den. La seconde partie donc devait révéler que les humains non sélectionnés avaient réussi à survivre, mais qu'ils avaient subi les radiations et allaient donc devenir les premiers mutants de cette histoire, donc raccrochant les wagons avec Binis de Planet of the Apes. Alors bon, pendant ce temps-là, les singes reconstruisent une ville, donc qui est cette fois-ci la vraie Ape City, avec l'aide des humains que l'on doit également voir apprendre aux singes les rudiments de l'agriculture.
Donc ce qu'on doit comprendre, c'est qu'à ce moment-là de l'histoire, les humains sont toujours supérieurs aux singes. Alors je vais peut-être pas dire intellectuellement, mais en tout cas en termes de savoir, quoi. Donc le fait intéressant, donc, c'est que on doit voir également que la survie est assurée par la cueillette et la chasse. Donc toute la vie animale n'est pas censée avoir disparu. Ce qu'on va retrouver à l'écran, hein. Donc vu que dans le film, dans la version finale de Battle for the Planet of the Apes, Cornelius, le fils de César, joue avec un écureuil, et il est également fait mention de chasse au lapin. Et qu'ils habitent près d'un verger également, que Ape City est près d'un verger. Voilà, mais dans les vergers, il y a pas d'animaux. Non, mais comme tu disais par rapport aux plantes. Ouais, oui, exact. Oui. Mais non, mais je dis ça dans le sens que dans la saga de la planète des singes, dans les 2 premiers films, les seuls animaux qu'on voit, c'est des chevaux. C'est exact. On ne voit pas d'autres animaux. Donc là, il est quand même question que d'autres animaux aient survécu. Ouais, voilà. Donc dans ce draft de Polden, il est également question donc de chasse au lapin. Et donc je trouve ça marrant parce que la chasse au lapin va rester jusque sur, enfin en tout cas serait évoquée sur la version à l'écran. Moi je trouve toujours ça marrant en fait d'étudier les drafts et les différentes versions des scripts, parce que en fait tu te rends compte que le scénario d'un film c'est un palimpseste, quoi. On a beau gratter le parchemin, il va toujours rester quelque chose des textes précédents. Ça, je trouve ça toujours marrant de voir comment on va garder, comment des idées vont survivre. Ouais, même si gomme, il y a toujours les traits de fond qui sont toujours là, il y a toujours quelques petites choses. Ouais. Et des fois des détails, on se demande d'où ça vient, quoi, pourquoi il parle de chasse au lapin, ouais, voilà. Ça, ouais. Parce que Polden, il avait eu l'idée, quoi. Alors, un autre truc qui est super intéressant, Polden va reprendre une idée qu'il avait voulu développer dans Escape, mais qui n'a pas été gardée. Donc on apprend que César souffre de maux de tête. Et c'est le fameux Frank, donc Frank qui se fait passer pour Lex, LEX, comme Lex Luthor, et donc qui est censé être un psychiatre animal, et donc il va prétendre pouvoir soigner le mal de César, et il va prétendre que son mal est d'origine psychiatrique. Sauf que donc Frank, on l'apprend à ce moment-là de l'histoire, et en fait est un espion à la solde de Nimrod, donc Mendes. César va quand même être soigné par un vrai vétérinaire qu'on appelle Doc, et qui avance le fait qu'un mal endémique frappe certains chimpanzés. Donc il a constaté que leur cerveau grossit plus vite que leur boîte crânienne. Donc ça, comme j'ai dit, cette idée devait être utilisée dans Escape, mais elle avait été abandonnée. Donc Lisa, l'épouse de César, qui est enceinte au début du script, elle donne naissance à un fils qui va être baptisé Cornelius Armando, pour honorer à la fois le père biologique de César, mais également son père adoptif. Mais le problème, c'est que Lisa est souffrante des suites de l'accouchement. Donc Doc va lui administrer un calmant, sauf que ce salopard de Lex a échangé le contenu de la seringue avec un produit létal. Donc Doc va être accusé du meurtre de Lisa, tandis que Lex profite de la confusion pour kidnapper le petit Cornelius Armando et pour aller le ramener aux mutants. Alors là, je vous ai dit, jusque-là, moi je trouve que l'histoire, elle se tient plutôt. Oui, ouais. Après, il y a effectivement pas mal de développements qui sont un petit peu sur de l'espionnage et choses comme ça. Mais c'est vrai que j'étais en train d'imaginer un peu ce que ça aurait pu donner. Ça aurait impliqué déjà d'autres moyens beaucoup plus importants que ce qu'on peut voir là, parce que dans Battle, l'argument est finalement très très simple. L'argument du film qui reste bien plus simple que tout ça. Mais effectivement, jusque-là, oui, c'est assez cohérent. Enfin, ça peut faire sens, effectivement. Et voilà, donc c'est là on va trouver l'idée que Polden voulait faire de César, quelque part un peu un héron. Donc là, en fait, César ne sait plus à quel humain il peut accorder sa confiance. Donc il décide de les rendre muets chirurgicalement. Ce à quoi va réfléchir Zeno avec l'aide d'une orang-outan anatomiste nommée Zaya, qui est censé être l'ancêtre de l'honorable et vénérable Dr Zaius. Alors, McDonald va tenter de dissuader César de prendre une telle décision, mais comprenant qu'il se heurte à un mur, il décide qu'il y a littéralement plus rien à dire et propose donc d'être le premier humain à être mutilé. Donc là, Polden chercherait à trouver une explication au mutisme des humains
donc des humains qui ne sont pas, parce que dans le premier film, dans Planète, les humains sont muets, mais dans Beneath, on va voir qu'il y a d'autres humains qui eux ont gardé l'usage de la parole, mais ces humains sont des mutants. Donc l'explication au fait que les mutants parlent et pas les humains entre guillemets normaux, ce serait qu'ils auraient été mutilés chirurgicalement. Ouais. Même si bon, c'est un peu débile parce que si t'as les cordes vocales coupées et que t'as des enfants, ils auront quand même des cordes vocales. Oui, c'est ça, exactement. Oui, exactement. Bon, ouais. Soit. Après ça, on va aller encore un peu plus dans le nimp. Donc au moment où débute l'opération de McDonald, Lisa est enterrée, mais dans le cercueil, dans le cercueil donc dans lequel son corps repose, a été construit par un humain à la solde des mutants. Donc en fait, il truque le cercueil en y plaçant un micro. Et en fait, ce micro va émettre la voix d'une femme qui est à distance, qui est une mutante. Et donc pendant que César se recueille sur la tombe de son épouse, il entend une voix féminine qu'il interprète comme étant celle de Lisa, et cette voix lui dit que si une seule goutte de sang humain est versée, son fils sera tué. Alors là, donc César, là, il pète complètement les plombs. Il se rue vers la hutte où l'opération de McDonald doit avoir lieu, et donc selon le draft, au moment où il arrive, le premier coup de scalpel vient d'être donné. Il était fatigué quand même, un Paul Den à cette époque. Hein. Et donc les singes Aldo, Zeno et Pan, qui observent cela de trop loin pour avoir entendu la voix féminine, eux ils pensent que César est devenu fou. Et donc Aldo lance ses troupes aux trousses de César. César qui lui est en train de se prendre la tête dans les mains à cause de ses maux de tête, en ordonnant qu'on libère tous les humains. Donc Aldo tente d'abattre César. McDonald s'interpose et est tué. Aldo abat ensuite César, et puis Doc aussi, tu vois, tant qu'à faire. Et donc la fin devait mettre en scène une bataille entre les gorilles montés à cheval et les humains à bord de vieux véhicules délabrés. Donc là, on est très proche de ce qu'on va retrouver dans la version finale du film. Ça on l'a gardé, ouais, effectivement. Et donc les singes, eux, par contre, ils utilisent des armes de meilleure qualité parce que dans la ville, il y avait encore des armes, il y avait encore des arsenaux dans la ville, donc eux ils ont des bonnes armes, donc ils parviennent à mettre en déroute les humains, mais les humains les mutants, ils disposent d'une arme secrète, une bombe qui dégage un gaz rendant stérile. Donc là, les singes, en apprenant ça, les singes préfèrent prendre la fuite, parce que voilà, dans leur esprit, mieux vaut avoir une descendance que d'exterminer les humains. Bon, on comprendra à la fin que ce fameux gaz n'existe pas, et qu'il s'agissait du premier coup de bluff des mutants. Les mutants qui utilisent, on le verra dans Beneath, qui utilisent des illusions pour faire peur aux singes. Donc je vous rassure, on arrive à la fin. Donc Aldo et Zeno prennent la tête de la ville et Zeno déclare l'ancienne ville irradiée et la zone où les humains se terrent zone interdite et rédige la première homélie anti-humain qui doit devenir l'un des rouleaux sacrés. Et le film devait se terminer avec des enfants humains qui rendaient de la liberté au fils de César et Lisa. Voilà. Donc on retrouvait quand même si bon, il y a des parties un peu what the fuck. Oui, complètement, ouais. Il y avait quand même clairement l'idée de complètement boucler la boucle. Visuellement, la partie que t'expliquais avec le micro dans le cercueil, ça aurait été très bizarre, hein, quand même. Ouais, je sais pas ce que ça aurait donné. Wow. Ouais, effectivement. Ouais, je sais pas ce que ça aurait donné. Ouais. En termes de crédibilité, ça aurait peut-être, bon. Voilà. Donc alors là, on en arrive au premier screenplay. Des époux Corrington pour expliquer. Donc Arthur P. Jacobs, en fait, lui, il était satisfait du premier draft de Paul Den, même s'il trouvait que la fin laissait à désirer. Donc il avait plus ou moins la même opinion que toi et que moi, hein. Donc il va donc confier ce draft à Joyce et Bill Corrington, qui venaient de terminer le scénario de The Omega Men, donc en VO qu'on connaît sous le nom en VF qu'on connaît sous le titre Le Survivant, qui est donc la deuxième adaptation au cinéma de I Am Legend, le roman de Richard Matheson, donc qui avait été réalisé par Boris Sagal avec un certain Chuck Heston dans le rôle principal. Voilà, comment on se retrouve. Alors j'ai dit deuxième adaptation puisqu'en 1964 était sorti The Last Man on Earth avec Vincent Price, qui était sorti en France sous le titre Je suis une légende. Et donc avant une troisième adaptation plus proche de nous, sortie en 2007 avec Will Smith. Le survivant avec la planète des singes et aussi Soleil Vert fait partie des 3 grosses contributions que Charlton Heston a fait à la science-fiction des années 70, enfin 60-70, et avec des très belles réussites en plus, hein, vraiment. Et un côté toujours dystopique. Bon, même si
des trois, je pense quand même que The Omega Man est le moins bon. Oui, on est d'accord, tout à fait. Bon, ça n'engage que moi, hein, mais. Ouais, non, mais je suis assez d'accord avec toi. Bah, t'as quand même à côté, on parle même pas de la planète des singes, mais bon, t'as quand même aussi Soleil Vert qui est, il y a quand même beaucoup à dire sur Soleil Vert aussi. Ouais. Bah, t'avais eu l'occasion d'ailleurs de dire pas mal de choses aussi dans un épisode du cinéma de Clément et Romain. Ouais, c'est ça, exactement, des copains. Ouais. Et tiens, et en parlant de copains, là, très très récemment, enfin en tout cas à l'heure où on enregistre, il y a le podcast Hyperdrive, qui est un podcast dédié à l'univers de Star Wars, qui fait des recommandations. Alors je sais plus, je crois que c'est l'épisode 37, mais je vous mettrai le lien de toute manière. Et donc il parle de, voilà, là il se fait un petit hors sujet où il parle de 3 films de science-fiction qu'il recommande, et il recommande notamment Soleil Vert. Et donc voilà, très bonne. Et d'ailleurs il parle de la planète des singes et il parle de nous. Et okay. donc, ils ont bon goût ces garçons. Donc voilà, bah il est tout seul en même temps. Enfin, même s'il a des copains qui l'aident. Voilà, je vous recommande, petite parenthèse, recommandation, je vous recommande chaudement l'écoute de Hyperdrive, parce que ce que je trouve, ce que l'ami Willem Horn a réussi à faire, c'est qu'il mélange saga MP3 les podcasts informatifs comme on fait, voilà, c'est ça. Exactement, parce qu'à chaque fois il va prendre un thème bien particulier de Star Wars et il va le développer, mais en raconté par un personnage qui s'appelle Willem, et donc tout ça sous forme de saga MP3. Et en fait on peut écouter ça, il y a un fil rouge, si vous écoutez tous les épisodes dans l'ordre, il y a une histoire, en fait ça raconte une histoire. Donc son personnage de Willem qui rappelle, c'est un personnage de contrebandier qui a pour acolyte un Wookiee, donc ça rappelle fortement Han Solo, ouais. Mais bon, clairement c'est voulu, hein. Et c'est hyper chouette à écouter, parce que d'une part en termes, c'est une mine d'informations, là-dessus il fait concurrence à notre ami Draven de 24 FPS, et donc ouais, en termes d'information, c'est assez bien. Il est capable de faire ce que moi je suis incapable de faire, c'est qu'il est très synthétique. C'est des épisodes d'une demi-heure, et c'est super agréable à écouter, parce qu'au final on écoute aussi les tribulations de Willem, quoi. On a envie de savoir qu'est-ce qui va lui arriver dans l'épisode suivant. Donc il arrive à en sortir un par mois. C'est vraiment impressionnant, parce que aussi bien en termes de préparation, je parle de contenu, voilà, sur le fond c'est impressionnant, et la forme est vraiment hyper chiadée. Donc c'est voilà, podcast que je recommande grandement. Je le mettrai, tu vois, au niveau de qualité, je mettrai ça au niveau de l'ami Walter Proof. Donc si vous écoutez l'inaudible, c'est-à-dire voilà, une ambiance sonore vraiment très réussie, et avec tout un univers qui est développé autour, avec des personnages qui sont développés, et en même temps voilà, la forme est au top et le fond est au top. Vraiment, c'est très impressionnant. Je sais pas si t'auras réussi à convaincre d'autres personnes de l'écouter, mais en tout cas, je vais tout de suite m'abonner à Hyperdrive, parce que tu m'as vraiment donné envie. Ça faisait partie des podcasts que je voulais écouter. Là, j'ai profité de l'été, tu vois, du calme estival pour écouter ça. Ouais, puis en plus, une demi-heure, franchement, c'est, je suis mal placé pour dire ça, et toi également, parce que nous, on est adeptes des formats super longs, mais c'est vrai que c'est hyper agréable de temps en temps. Tu vas, tiens, une demi-heure, pif paf, toi, des fois, j'ai les courses à faire vite fait, hop, un petit épisode d'Hyperdrive, bon, je dis ça, en fait, en règle générale, je saute assez rapidement sur ces épisodes. C'est un des rares podcasts où je fais ça. Dès qu'il en sort un, j'écoute, parce que je suis voilà quoi, j'ai envie de savoir ce qui se passe. 36 épisodes à ce jour. Voilà. Alors focus poursuivons. Voilà, reprenons avec les époux Corrington. Donc on a parlé de Je suis une légende. Alors ouais, ce qui est marrant avec les Corrington, c'est que c'est un couple d'écrivains. Alors lui était prof d'anglais à l'université et écrivait des romans et des livres de poésie jusqu'au jour où Roger Corman leur propose d'écrire pour lui. Alors ça n'a rien de surprenant, hein. Corman payait mal. Néanmoins, le cachet qu'il proposait représentait 9 mois de salaire de Bill. Ce qui fait que, même s'ils s'en foutaient un peu du cinéma, il a accepté. Alors c'est comme ça qu'ils ont écrit pour lui Von Richthofen and Brown, également connu sous le nom The Red Baron, donc le Baron Rouge, que Corman réalise et qui sort en 1971. Ils vont également écrire Boxcar Bertha, réalisé par Scorsese, donc c'est son 2e long métrage, donc également une production Roger Corman, et ils écrivent un 3e film pour Corman qui s'appelle The Arena, également connu sous le titre The Naked Warriors,
Donc co-réalisé par Steve Carver, qui a réalisé pas mal de films pour Roger Corman, et par Joe D'Amato, donc un nom qui parlera aux amateurs de bis italien, mais bon, Joe D'Amato il figure pas au générique, mais il a quand même réalisé quoi. Naked Warriors, c'était un espèce de mélange entre Peplum et Woman in Prison, avec Pam Grier qui joue dedans, donc une histoire de femme gladiateur dans le monde romain antique. Pam Grier, pour ceux qui s'en rappelleraient pas, elle interprète le rôle de Jackie Brown dans le film de Tarantino. Voilà, et elle joue dans plein, c'est une des grandes figures de la Blaxploitation. Blaxploitation, effectivement, ouais, elle a fait plein de choses, ouais. Sacrée actrice. Et donc ce qui est marrant avec Naked Warriors, c'est qu'à l'origine Corman avait proposé le job à Scorsese, qui a préféré réaliser Mean Street à la place. Je pense qu'il était bien inspiré sur ce coup-là. Tu m'étonnes. Ouais, comme quoi aussi, hein, c'est pas que du talent, c'est aussi du flair, hein, des fois. Hein. Ouais, parfois quand même. C'est clair. Tiens, juste au passage, comme tu parles de Corman, j'en profite pour placer ça aussi, juste une petite reco sur la chaîne YouTube Blow Up. Donc c'est une émission qui passe sur Arte. Ils ont fait ça dure 9 minutes. Ils ont fait un passage sur les génériques de Roger Corman. Et c'est très analytique, c'est très bien fait. En plus ça dure 9 minutes. Tu vois quelques extraits des génériques et c'est super bien foutu. Et pour les amateurs de bis que nous sommes, et je suppose qu'il y en a aussi dans nos auditeurs, c'est absolument à voir. Et d'ailleurs la chaîne Blow Up, donc qui est une émission qui passe sur Arte, fait très souvent des choses très très intéressantes. Et ils mettent très souvent en perspective aussi par rapport à l'histoire du cinéma, et c'est très très intéressant. Voilà, c'était ma petite reco. Tant qu'on y a parlé de Corman, et à parler donc de Planet of the Apes, qui est une saga post-apocalyptique, savais-tu, mon bon Fred, qu'en 1958, soit 10 ans avant la sortie de Planet, et 4 ans après la publication de I Am Legend de Richard Matheson, en 58 donc, Roger Corman réalise et coproduit un film qui s'appelle Teenage Cavemen, qui met en scène une tribu préhistorique dont la religion interdit de franchir une rivière parce que sur l'autre rive vivraient des dieux hostiles. Ça rappelle fortement la Forbidden Zone, la zone interdite. Ouais, bien sûr. Alors, je vous passe les détails, mais spoiler alerte. Alors, bon, en même temps, voilà, c'est un film qui a 60 ans, donc on peut y aller, hein. On comprend à la fin du film que l'action se situe non pas durant la préhistoire, mais dans le futur, après un holocauste nucléaire. Et ça, c'est 10 ans avant la planète des singes. Alors bon, revenons-en au couple Corrington. Alors à la base, la science-fiction et le bis, c'est pas du tout leur truc. Par la suite d'ailleurs, ils se sont tournés vers la télé et les soap opéra. D'ailleurs, ils n'avaient vu aucun des quatre films précédents de la saga, donc Jacobs a organisé pour eux une projection privée. Alors la première version de leur screenplay, enfin on devrait plutôt parler de traitement plutôt que screenplay parce que ça fait que 23 pages, ils vont lui donner le titre de Epic of the Planet of the Apes. Alors ça a pas grand chose à voir avec le draft de Paul Dehn parce qu'il l'aime pas trop en fait, le draft de Paul Dehn. Alors donc eux, ils situent l'histoire en l'an 2000, donc 9 ans après Conquest, ce qui est aussi le cas dans la novélisation, hein. Les 9 ans vont rester parce que la novélisation je pense a été écrite avant que le film ne sorte au cinéma, donc les 9 ans ils sont restés, donc contre les 12 ans dans la version finale, hein. Donc pour eux, les singes doivent représenter l'enfance, l'innocence. Et eux, ils ont plutôt envie de faire, là où Paul Dehn a plutôt fait une allégorie de l'Empire romain, eux, ils ont plutôt envie de faire une allégorie du Jardin d'Éden et d'Abel et Caïn. Donc dans leur histoire à eux, tout va bien au pays des singes. Après une guerre nucléaire, on vit dans des maisons dans les arbres, en famille et entre amis, en harmonie avec les humains, notamment un McDonald qui est passé donc d'assistant de Break à assistant de César. Bon, les humains sont un petit peu les esclaves, et Aldo fait chier son monde, mais dans l'ensemble, c'est le paradis, tout va bien. Alors justement, McDonald décide de remettre les points sur les i à César et lui explique que tout ça c'est bien joli, mais que ça risque de finir par une jolie explosion atomique quelques 2000 ans plus tard. Ça on le sait parce que Cornelius et Zira sont revenus du passé et ont expliqué aux humains qu'ils ont quitté la planète avant de se retrouver dans une boucle spatio-temporelle et de revenir vers le passé. Ils ont vu la planète Terre exploser. Pour illustrer son propos, McDonald, il décide justement d'emmener César dans les restes de la ville où a eu lieu l'insurrection des singes quelques années plus tôt, pour retrouver les enregistrements prophétiques de Cornelius et Zira. Sauf que dans les ruines de la ville vivent les survivants humains de la guerre, donc qui sont menés par le gouverneur Break, qui lui aussi a survécu. Donc Break, comprenant que son ennemi César est toujours en vie, décide de lancer une attaque sur Ape City.
Les singes vont remporter le conflit au cours duquel Cornelius, le fils de Lisa et César, est tué par Aldo. À la fin, César offre l'égalité aux hommes et aux singes. Donc voilà, on est sur une première version qui est quand même très proche de la version finale du film. Ce scénario sera retouché d'une part parce que Don Murray, donc qui incarnait Break dans Conquest, il va pas vouloir reprendre son rôle. Donc c'est pour ça que finalement Break va être remplacé par Culp. Alors par contre, ce qui est rigolo, c'est que dans la version comics qui est sortie chez Marvel, c'est bien le gouverneur Break qui dirige les mutants. Et oui, donc l'autre changement qui va être apporté, c'est McDonald qui devient le frère de McDonald parce que Harry Rhodes, il n'était pas disponible pour le tournage. Alors justement, Harry Rhodes dont on parlait, et tu nous disais à l'instant qu'il n'était pas revenu pour tourner dans Battle, mais il était en train de tourner dans Detroit 9000, qui est de Arthur Marks. Je ne l'ai pas vu, j'ai pas vu ce film, mais bon, de ce que je vois dans la Wikipédia, en tout cas, c'est un film qui a été promu après pas mal en 99 par Quentin Tarantino, puisqu'il a été réédité par Miramax en 99. Et Tarantino était en plein dans sa période Jackie Brown, puisque tu en parlais tout à l'heure avec notamment Pam Grier, voilà. Et voilà, donc Detroit 9000, un film à mon avis qu'il faut voir. Ça a l'air. Faudrait qu'on se penche dessus. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. Ouais, effectivement. J'espère pour lui que c'était mieux que Battle for the Planet of the Apes. Écoute, il est décrit comme film culte, American Cult Film dans Wikipédia. Ok, bon, c'est peut-être le seul fan qui a écrit là. C'est peut-être le seul fan du film qui a écrit la fiche. C'est peut-être le Dr Zaius de Detroit 9000, peut-être bien, effectivement. D'autre part, Paul Dehn, qui est de nouveau sur pied, va retravailler les dialogues. Alors selon Paul Dehn, 95% des dialogues sont de lui, et moi j'aurais tendance à le croire, parce que je trouve quand même que parmi les choses à ressortir de manière positive dans ce film, dans Battle for the Planet of the Apes, je trouve que les dialogues, il y a une paire de dialogues qui sont vraiment pas mal. Et on retrouve, je trouve, la qualité qu'il pouvait y avoir dans Escape. Notamment toute la rhétorique avec le personnage de Mandémus et de Virgile, et les deux personnages, c'est assez brillant toute cette partie-là. Ouais. Et surtout un autre rapport de Paul Dehn, c'est que lui il va changer la fin. Bon, ça à la rigueur, on va pas en parler tout de suite de la fin. Je propose qu'on parle des scènes les plus marquantes du film. Climaxing the epic series which made motion picture history comes the last, the most spectacular of all the ape adventures. Attaquons avec, je vais pas dire le scène par scène parce qu'on va peut-être pas évoquer toutes les scènes, mais on va quand même évoquer la plupart des scènes du film, et donc on va revenir sur les petits détails, les petites anecdotes, et puis rentrer vraiment dans le cœur de notre critique du film. Alors, dès le départ, en fait, on va renouer avec la tradition de la scène pré-générique de Planet of the Apes. La plupart des films commencent avec une scène pré-générique. Alors, il y a une fausse joie, parce que le film annonce une date vraiment futuriste, à savoir 2670, mais il s'agit juste en fait d'une intro, une sorte de flash-forward avec le lawgiver, donc le législateur, incarné par John Huston, comme on l'a dit également, et qui est juste là en gros pour nous résumer les deux épisodes précédents, Escape et Conquest. Ce qui fait vraiment, pour le coup, ça fait très télé en fait. Oui, c'est vrai. C'est un peu choquant, excuse-moi, juste pour ça, c'est que le film fait 86 minutes, 1h25, 1h26, et là t'as déjà 4 minutes qui sont cramées là-dessus, juste sur cette scène d'ouverture. Donc tu dis qu'effectivement déjà on parlait de budget, on parlait de difficulté de budget tout à l'heure, et tu expliquais les premiers drafts, vraiment l'intrigue, tout ça a été très très resserré pour qu'il ne reste que l'essentiel. On est vraiment à l'os là, clairement. Ouais, mais de toute façon, on va avoir l'occasion de le dire après, mais même Jake Lee Thompson était bien conscient en fait que le scénario était bancal. Mais ça, à la rigueur, on le parlera plutôt en fin d'épisode. Donc le film commence réellement, comme tu l'as dit, avec le général Aldo à cheval qui rentre dans un village, ou plutôt un campement très sommaire, fait de tree houses, enfin de, comment on dit déjà, d'arbres, de cabanes dans les arbres, c'est comme ça, il y a pas de nom en français pour ça. Et de tentes et d'étals présentant des fruits et légumes. Ça c'est important, il y a pas de viande, c'est fruits et légumes. Alors on comprend
que les singes ont pris le pas sur les humains. Ils portent déjà les mêmes costumes que dans Planète Ébénis. Et on va apprendre un peu plus tard que Ape City est construite aux abords d'une ville qui a été détruite par une explosion nucléaire. Et comme ces restes sont irradiés, elle est devenue ville interdite. Enfin, quand je dis aux abords, on comprend que ça doit être à une bonne journée de marche. Plus tard, Virgil dit qu'ils vont partir pour 3 jours dans la ville interdite. Donc si on imagine qu'il reste 1 jour en ville, on peut en conclure que ça fait 2 jours aller-retour pour aller. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai fait un calcul. Je me suis dit la ville doit être à 1 jour de marche. Oui, c'est ça. Ouais. Donc tu dis que si. Non mais vas-y, juste avant, si je peux revenir juste sur la scène, donc l'introduction avec John Huston, il explique ce qui est devenu et la cohabitation des hommes et des singes comme étant une sorte de paradis perdu, et tu as la sensation que tout ça va aller très bien, et c'est immédiatement après contredit, donc pendant le générique, par la musique de Leonard Rosenman, qui est vraiment chouette là pour le coup. La musique est vraiment très sympa, très sympa, très justement assez angoissante comme il faut. Et je sais pas si t'as eu cette sensation là, moi en le revoyant là aujourd'hui, j'ai vraiment eu cette sensation là d'une très forte contradiction entre ce que disait le législateur et ce que la musique laissait entendre. C'est vrai que ça fait un peu amené au chausse-pied, quoi. Ouais. Alors, juste sur la musique, on peut peut-être faire une toute petite aparté. Il avait déjà œuvré, donc Leonard Rosenman avait œuvré déjà sur Binis, et il va gagner 2 Oscars pour donc pas pour ce film, mais plutôt pour son travail sur le Barry Lyndon de Stanley Kubrick en 75, parce que c'est lui qui a fait des adaptations des parties musicales de Schubert et de Handel sur le film. Et aussi, l'année suivante, il va ramasser son second Oscar pour En route pour la gloire de Hal Ashby en 1976 pour l'adaptation des chansons de Woody Guthrie. Il va travailler aussi avec Richard Fleischer sur Le Voyage Fantastique en 66, et aussi Un homme nommé Cheval en 1970, dont on avait parlé également, et puis également pour ses 2 participations sur la saga Pota avec Binis et Battle. Ainsi s'achève cette première partie de cet épisode 18, et on va se retrouver très bientôt dans la deuxième partie. Voilà. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, Fred ? Non, pas du tout. Écoutez-nous, soyez patients, ça devrait arriver dans le flux RSS dans quelques jours. Ouais, je pense que voilà, on va pas vous faire marronner trop longtemps. On va essayer d'être rapide. Voilà. Donc d'ici à la prochaine partie, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et à bientôt les Spartiates. À bientôt les Spartiates. Il est 14h30, ça veut dire qu'on a 4 heures devant nous, quoi, c'est ça ? Un peu moins, attends, elle dit 19h. Oh si, c'est ça, ouais, 4 heures, ouais. 4 heures à la grosse. 4 heures, tu penses qu'on est juste, non ? Le truc, c'est que, rappelle-toi tous les autres épisodes qu'on a fait. Ouais, c'est vrai. Bon, je me disais qu'il y avait moins à dire, quand même, sur celui-là. Déjà, il est plus court. J'ai quand même 17 pages. Voilà. Bon, non. 16 parce que le préambule ça fait une page. Vu que le préambule ça fait une page, ça fait 16. Ok, bon. Le problème c'est que le problème c'est qu'au départ je devais en avoir 12, mais à force de repousser, moi forcément, j'ai continué à trouver. Et même encore il y a une demi-heure, j'ai encore trouvé des nouvelles infos, c'est hallucinant quoi. Et l'équipage va se rebeller, et tu as tout le temps Humphrey Bogart qui joue avec des boules des boules de geisha.
T'es con. Tu sais, des boules chinoises, des boules pour se passer les nerfs, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois de quoi tu parles. Qu'est-ce que t'es con, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut être sérieux 2 minutes dans ce podcast? Tu sais que, tiens, on parlait tout à l'heure de l'épisode avec les copains de Tu aimes les films d'horreur, et on a découvert que le Leprechaun du film était doublé par Eric Missoff. Ah oui, qu'on avait vu. Oui, mais en plus, je sais, j'ai écouté l'épisode, mais oui, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer quand j'ai écouté, comme quoi les liens avec Scooby-Doo, parce que en plus le réalisateur a réalisé des épisodes de Scooby-Doo, quoi. Donc c'est assez marrant. Exactement. C'est assez marrant de se dire, donc Eric Missoff qui est la voix française de Scooby-Doo et Sammy, hein, pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi nos tribulations. À Podren, donc qu'on a eu la chance de rencontrer, qui est quelqu'un d'assez exceptionnel et d'une rare gentillesse. Ouais, qui est très drôle et puis très disponible en plus. Enfin, le mec est quand même venu un samedi après-midi pour venir voir une bande de petits branleurs et répondre à nos questions. C'était vraiment admirable. Et d'ailleurs, quelques jours plus tard, mes enfants regardaient un épisode de Scooby-Doo. Je me disais, moi j'ai rencontré le monsieur qui fait la voix. Ah, génial. Ils en revenaient pas. Bon, en fait, non, je crois ils s'en foutaient, ils sont trop petits, ils comprenaient pas, en fait. Ils ont continué à siroter leur brique de jus de fruits, Ouais, c'est exactement ça. C'était le petit déjeuner, ils m'ont regardé, genre, d'accord, c'est bien. Je pensais les épater, merde. Bon, allez, focus. Ça me paraît hyper risqué pour ce soir, tu sais. Oui. L'état dans lequel on est. Voilà, et moi j'ai bu que de l'eau. Moi aussi, attends. T'es un pourri de dire ça. Non mais moi on s'en doute, tu vois, c'est vrai. Voilà. Moi c'est moins évident, c'est ça que t'es en train de dire. Non. Attends, je rappelle qu'à Podren, j'avais bu une seule bière sur le week-end. C'est pour ça que t'avais la main qui tremblait à un moment. Tu sais. Alors on fait donc on fait la conclusion. Et là, je parle normalement, là. Non, mais on est d'accord, mais non, mais c'est pas ça, c'est notre déroulé extrêmement logique du truc, c'est on fait la conclusion. What? Si, c'est logique, on fait la conclusion de la partie 1. Monsieur Zanius, vous voulez pas faire l'intro d'abord? On fait la conclusion de la partie 1, et après l'intro de la partie 2. Ah, c'est fort. N'est-ce pas la logique? Salé. Que veux-tu que nous disions dans cette conclusion de la partie 1? Un truc du style, c'est la fin de la partie 1, on se retrouve bientôt dans la partie 2. Tu m'as fait déranger pour ça. Ouais, c'est vrai que maintenant que j'y repense.